Il n'existe pas une telle structure, à ma connaissance, n'existe pas. Par contre, il y a une prise de conscience de plus en plus forte devant les coups que nous prenons parce que nous défendons les intérêts souverains des peuples africains. Il y a une prise de conscience forte que nous devons être solidaires. Parce qu'en fait, les Africains, qu'est-ce qu'ils demandent? La fin de l'occupation militaire de leur sol, le démantèlement de la monnaie néocoloniale du franc CFA, la fin de l'ingérence des puissances étrangères dans la désignation des dirigeants africains et le respect du réenracinement des institutions africaines dans la tradition africaine. Pour ces 4 motifs, on nous tombe dessus en nous présentant non pas comme des gens qui défendent les intérêts des Africains, mais qui seraient plutôt à la solde de nouvelles puissances, la Russie, la Chine, etc., qui voudraient supplanter celles qui étaient les plus influentes, la France et ses alliés européens occidentaux plus largement. Face à cette guerre informationnelle qui nous est imposée, et ce sont les mots utilisés même par ceux qui conçoivent qu'on n'a pas le droit d'avoir un point de vue différent d'eux à propos de l'Afrique, ben avec le temps, entre Kémy Séba, Nathalie Yamb et moi, les liens se sont tout naturellement resserrés. Quand vous prenez les mêmes coups, vous finissez par vous asseoir et parler. Nous parlons, nous connaissons de mieux en mieux, mais il n'existe pas d'international panafricaniste. Il y a des organisations, Kémy Séba est à la tête Urgence panafricaniste. Moi, j'ai créé un groupe d'intellectuels, un think tank intellectuel basé au Mali qui s'appelle Institut d'Afrique et Liberté. Nathalie Yamb fait de la communication sur les réseaux sociaux en fonction de ces thématiques à elle. Nous parlons, nous entendons sur un certain nombre de points, mais nous n'avons pas mis en place d'international panafricaniste. Maintenant, si les coups de boutoir de l'impérialisme, du néocolonialisme augmentent, eh nous serons obligés d'aller à cette étape. Et justement, est-ce que le panafricanisme aujourd'hui n'est pas un nouveau populisme? C'est une critique qu'on entend souvent, mais le panafricanisme en réalité c'est l'âme profonde du réveil, de l'éveil africain. C'est le substrat, c'est le paradigme de référence de tous les Africains qui luttent depuis pratiquement 300 ans contre la domination. Je rappelle que le panafricanisme, comme idéologie, est né en Amérique du Nord, puis a migré en Europe occidentale avant de s'enraciner en Afrique. Donc la conscience panafricaine, en fait, elle envoie quelque chose de très large, de très vaste, de très puissant. Et quel que soit notre talent oratoire, la puissance des réseaux sociaux, nous ne pouvons pas effacer le travail profond qui a été abattu par les William Du Bois, Marcus Garvey, Kwame Nkrumah, Amilcar Cabral, Julius Nyerere, Nelson Mandela, Thomas Sankara. Il y a du beau monde. Il y a du beau monde dans cette histoire du panafricanisme. Ce n'est pas Franklin Nyamsi, Kémy Séba ou Nathalie Yamb qui pourraient à eux tous seuls résumer et incarner ce panafricanisme. C'est une tradition puissante de liberté, une tradition de créativité politique, économique et esthétique dont nous sommes d'humbles serviteurs. Et parce qu'en fait, cette idée de dire, comme on disait qu'il y avait la faute des Français, est-ce qu'il n'y a pas aussi une faute des dirigeants africains? Mais forcément. Qu'est-ce que c'est que la France-Afrique, madame? C'est une organisation d'élites corrompues, africaines et françaises, qui, dans le dos des peuples français et africains, mène une politique mafieuse, au détriment des intérêts des peuples français et africains. C'est ça la France-Afrique. C'est-à-dire que quand on exploite le pétrole, l'or, le manganèse, le coltan, le gaz, l'uranium en Afrique, on ne dit pas au peuple français exactement ce qu'on fait des gains. On ne dit pas ce que les gains deviennent. Et les peuples africains qui voient partir leurs matières premières en même temps que leur jeunesse dans les routes de la mort du Sahel ne savent pas plus du Sahara, ne savent pas plus ce que deviennent les richesses qui s'en vont. Donc c'est cette omerta entre les élites africaines corrompues, et moi j'ai toujours été un très grand critique de la corruption des élites africaines, ce qui me vaut la haine d'un certain nombre de dictateurs. Je vous rappelle que depuis 2019, j'ai été empêché de retourner dans mon pays natal, le Cameroun, parce que l'autocrate camerounais Paul Biya n'est pas content de mon travail critique envers son régime, sa dictature quarantenaire. De la même façon, l'autocrate ivoirien Alassane Ouattara me pourchasse d'un mandat d'arrêt international parce que j'ai écrit 3 livres pour dénoncer la succession de viols constitutionnels qu'il a fait pour s'imposer au pouvoir. Donc, nous, panafricanistes, n'avons aucun intérêt à couvrir les régimes les plus sombres que le continent puisse connaître, mais nous sommes obligés de constater
que ces régimes sont connectés à des élites étrangères corrompues. Et c'est ça la France-Afrique. C'est une politique opposée aux intérêts des peuples français et africains. Et c'est contre elle que nous nous battons. C'est contre cette omerta, cette alliance, qui, en fait, opacifie littéralement les relations franco-africaines pour nos peuples. Et vous dites souvent, une de vos expressions qui revient souvent, c'est l'Afrique des libertés. Oui. Qu'entendez-vous par ça? J'entends par cela l'idée de l'unité de conscience panafricaniste et en même temps du respect des différences. Vous n'êtes peut-être pas très attentif au fait que nous n'avons pas strictement les mêmes positions sur tous les sujets, nous qui parlons de panafricanisme aujourd'hui. Il y a des panafricanismes. Il y a à l'intérieur même de chaque famille d'interprétation du panafricanisme des nuances. Il y a des positions qui peuvent varier d'un activiste, d'un intellectuel, d'un militant panafricaniste à un autre. Il faut être attentif à cette richesse. Le panafricanisme est un faisceau, ça foisonne. Ce n'est pas une dictée monolithique qui serait répétée par des papes médiatiques détenant une vérité infuse. Donc moi je m'adresse à l'Afrique des libertés, car je n'oublie pas, en tant que philosophe, je n'oublie pas que la vie ne peut fleurir que là où la diversité est reconnue, là où le pluralisme des opinions est considéré comme normal. Donc je parle de l'Afrique des libertés pour refuser toute forme de monolithisme et de l'autre côté, écouter toute la diversité des voix qui parlent, qui crient pour un monde meilleur. J'ai juste une petite question. Vous, à titre personnel, c'était quoi le déclic? Alors écoutez, j'ai commencé à écrire à 12 ans. Je suis né au Cameroun. J'ai commencé à écrire, à faire d'abord des bandes dessinées quand j'avais une douzaine d'années. J'ai toujours voulu communiquer. Il y a d'abord cette passion de la communication, de l'écriture, de la création, qui vient, je pense, de l'éducation que j'ai reçue de mes parents et de mon éducation personnelle. Le déclic politique, c'est quand j'entre à l'université au Cameroun, en 1990, parce que j'ai une licence de philosophie de l'université, et le pays est en ébullition parce que c'est la revendication du retour au multipartisme, au pluralisme politique. Nous, étudiants, nous mobilisons pour le mouvement démocratique national. Donc, nous sommes tout naturellement massivement mobilisés autour de l'opposition. Et nous allons subir une répression sans nom au Cameroun du régime de M. Biya. Cette répression a laissé des traces, des traumas, mais également elle a été la source de ma grande colère. De dire, on ne peut pas continuer en tant qu'Africains à vivre dans un monde où on est piétiné par nos propres frères, nos propres élites, en complicité avec des élites étrangères qui, d'un côté, nous vendent la propagande de la démocratie et des droits de l'homme, et dans la réalité, nous font vivre dans la dictature et la misère. Ma prise de conscience, c'est là, 1990, dans le campus de Yaoundé au Cameroun. Et alors, à partir de là, je m'engage à participer à tout ce qui émancipe le peuple camerounais, qui émancipe le peuple africain. Je deviens citoyen français en 2002, je m'engage au Parti socialiste, où je resterai pendant 10 ans. Jusqu'au temps où un certain M. Hollande entrevoira la possibilité de déchoir de la nationalité française les Français d'origine africaine qui seraient en porte-à-faux avec les intérêts de la République, alors même que les Français d'origine, on va dire, française, qui feraient la même chose, quant à eux, ne subiraient pas. Je suis parti du Parti socialiste en raison de cette injustice. Donc j'ai toujours été du côté de ceux qui émancipent les gens, et pas simplement les Africains, les êtres humains. Et pourquoi vous avez voulu devenir français alors? La France. Alors, je voudrais vous parler de l'autre France. Celle qu'on connaît de moins en moins et qui néanmoins existe. J'ai été marqué d'abord par la tradition des belles lettres françaises. Moi, je suis de l'école camerounaise, qui est une photocopie de l'école de la Troisième République française. Donc, l'école des grands textes. C'est Victor Hugo, Les Misérables, c'est tout le théâtre classique, c'est Racine, c'est Molière, c'est Corneille. Voilà mon éducation. Je suis formé à la littérature classique de la France. C'est la passion pour la philosophie française, avec Descartes, avec Malebranche, avec des figures comme celle de Victor Toussaint, donc très peu de français, ou de Sartre. Donc d'abord, moi je suis français par passion, pour l'esprit révolutionnaire français, pour la puissance de la pensée, philosophique des grands de la France, et aussi parce qu'en France, il y a toujours eu des justes qui ont protesté contre toutes les injustices, y compris celles que subissaient les Africains de la part du parti colonial français. Il y a une France dont on n'entend plus parler, parce qu'en fait, elle est même dominée en France.
c'est la France révolutionnaire, c'est la France libertaire, c'est la France émancipatrice, c'est la France des justes. C'est pour celle-là que j'ai accepté d'être français. Et c'est d'ailleurs en vertu de celle-ci que je résiste contre la persécution de ma liberté de penser au pays de Voltaire, au pays de Molière, au pays d'Hugo, au pays de Sartre. Je me considère comme un Sartre noir.